Bonjour, Général Jean-Paul Paloméros. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'importante information, c'est cet important recul des Russes dans le sud du pays en particulier, dans le sud autour de Kherson. Les cartes montrées par l'état-major russe, par erreur visiblement, en attestent. Comment l'expliquer? À quoi ça tient? On a presque le sentiment que l'armée russe est en train de se disloquer dans un territoire où elle était censée être en position de force. Cette avancée dans le sud, je l'attendais en tout cas avec une certaine impatience parce que c'est vraiment par essence la zone stratégique, l'accès à la mer Noire, Kherson. C'est la dynamique des Ukrainiens en fait. Les Ukrainiens ont repris l'ascendant en quelque sorte parce qu'ils ont repris l'initiative. Et ça fait un moment qu'ils pilonnent en quelque sorte, ou qu'ils essayent d'avancer, c'est difficile. Et ils ne peuvent pas se permettre de reprendre cette zone, et certainement pas la ville de Kherson, en utilisant les mêmes moyens, l'écrasement de la ville sous les bombes. Et ils ont une stratégie, une tactique, disons, très intelligente à mes yeux. Ils sont en train de contourner l'obstacle, donc on voit bien, ils sont en train de grignoter tout doucement. Et ils veulent arriver au Dniepr, là prendre certainement une ville qui est clé, qui est au nord de Kherson, et progressivement, comme ça, isoler. Et on voit bien que les Russes ont une peur, panique, et on les comprend, de l'encerclement. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce que vous dites, ça rappelle un peu ce que les Ukrainiens ont fait, pour le coup, dans l'est du pays, pour Liman. Il y a une forme de stratégie de l'encerclement. Est-ce qu'il y a une forme de savoir-faire ukrainien de la reconquête? Parce qu'ils avaient perdu du terrain pendant tous les mois qui ont précédé, qu'ils regagnent aujourd'hui. D'abord, ils sont chez eux, ils connaissent parfaitement et le terrain et l'environnement. Et ils savent, ça revient à ce que je viens de dire, ils ne peuvent pas utiliser une stratégie de bombardement massif. Je pense d'ailleurs, c'est même pas dans leur doctrine. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens ou pas la volonté. Bon, il y a les deux. C'est vraiment pas leur intérêt. C'est quand même leur pays, leurs citoyens. Ils ne vont pas en rajouter aux peines de la destruction à la destruction. Ils sont là pour les libérer, pour le coup, et pour leur permettre de vivre, parce que c'est ça l'enjeu dans un premier temps. Donc ils libèrent de nombreux villages, et ça c'est très bien pour les habitants. Volodymyr Zelensky hier lui-même disait des dizaines de villages libérés dans le sud et dans l'est. C'est vrai que alors maintenant, c'est vrai que les plus grandes villes, là, on a vu Liman, quand même, ces villes sont à moitié désertées quand même. Mais les grandes villes, il va falloir voir un peu. Et Kherson va être vraiment un élément majeur. Un point de bascule, vous pensez? Hier, sur ce plateau, Pierre Servant disait qu'il peut y avoir un effet domino. Vous disiez vous-même il y a une dynamique côté ukrainien. Est-ce que la victoire va à la victoire, d'une certaine manière? Elle peut... oui, ça donne le boost, ça donne le moral, ça donne aussi confiance. Confiance aux Ukrainiens, confiance à ceux qui les aident aussi, à nous, pays occidentaux qui fournissons. Je crois que ça c'est bon à prendre. Maintenant, il ne faut pas non plus que la victoire enivre, en quelque sorte. Oui. Il reste en face quand même une armée russe qui certes, a des faiblesses. Une des faiblesses, elle vient évidemment de la stratégie initiale de M. Poutine, qui a voulu tout faire en même temps, et ça, ce n'était pas possible, ce n'était pas atteignable. Maintenant, la Russie se trouve confrontée à ce front de plus de 1000 kilomètres, qui est extrêmement difficile à défendre, même pour la plus grande armée du monde, l'armée américaine, ça ne serait pas simple. Et donc il y a des points de faiblesse, et les Ukrainiens savent saisir ces points de faiblesse. Il y a aussi dans le recul russe des éléments qui peuvent surprendre. On a eu à la fois des remontées par nos équipes de terrain de soldats russes qui refusent de repartir au front immédiatement après avoir essuyé une défaite. Il y a aussi, on a même vu ces images, l'abandon de chars russes sur le terrain qui, alors que les troupes reculent, ne sont pas détruits, ne sont pas récupérés. Quelle interprétation vous en faites? Est-ce que c'est parce que les Russes sont incapables de bien réagir face à cette contre-offensive ukrainienne, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une inexpérience, une incompétence, peut-être un oubli de règles élémentaires? Quand je prends l'exemple des chars, on se dirait presque ça tombe sous le sens de les détruire avant de quitter un terrain. C'est pas si facile que ça de détruire un char. D'ailleurs, c'est fait pour être relativement indestructible. Mais non, je crois que c'est un ensemble. C'est-à-dire, évidemment, d'abord, la volonté de se battre. Pourquoi les soldats russes se battent ou se battraient aujourd'hui en Ukraine? Il y a un manque de sens. Une fois qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas leurs libérateurs, on le dit depuis le début de la guerre, une fois qu'ils ont compris, évidemment, qu'ils n'étaient pas bien accueillis, et ils se posent des questions. Ils ont eux-mêmes saisi que la propagande russe de dire vous allez dénazifier l'Ukraine, en réalité, ne correspondait à aucune réalité. Si on en croit les échanges interceptés ici et là avec les soldats, oui, ils sont pas idiots. Et puis, ils voient bien aussi la désorganisation, c'est le deuxième facteur, la désorganisation du commandement.
Les ordres n'arrivent pas, les munitions n'arrivent pas au bon endroit. Il y a toute une organisation. Alors les Ukrainiens ont leur mérite, mais ils s'appuient aussi sur des faiblesses, je dirais, profondes du système russe. Il n'y a pas de décentralisation du commandement, il n'y a pas de corps intermédiaire pour diriger les soldats. Donc ça va être un vrai problème aussi pour les réserves qui vont être un petit peu livrées comme ça sur le champ de bataille. Donc c'est toute cette désorganisation, ce manque d'aptitude au commandement, à la conduite des opérations en temps réel, et que la Russie visiblement n'a pas acquise. Est-ce que ça veut dire aussi, si on pousse la logique, que Vladimir Poutine est un mauvais chef de guerre, puisqu'il y a certaines opérations qu'il a pilotées directement? C'est un peu la maladie des dictateurs qui ont fait aussi l'échec, si on lit l'histoire. C'est de ne pas vraiment écouter leur stratège. Alors on ne sait pas trop ce qu'ils lui ont dit, parce qu'ils n'ont peut-être pas dit la vérité. Quand on est sous une chape de plomb, c'est difficile effectivement d'avoir la parole parler libre. librement et d'oser aller contre, effectivement. Il y a cette interaction entre le politique et le militaire qui part du politique et qui définit une stratégie. Visiblement, elle n'a pas eu lieu en l'occurrence, parce que je ne vois pas Valéry Gerasimov, qui est un bon chef. Et on ne peut souhaiter qu'il reste à la tête des armées russes aujourd'hui, très honnêtement, parce que s'il était limogé, je pense que ça serait un risque supplémentaire. Il peut y avoir pire que lui. Ah oui, certainement. Plus instable. Valéry Gerasimov connaît l'Occident, il a travaillé avec nous. Moi, je l'ai rencontré personnellement avant 2014. C'est quelqu'un qui est posé et responsable, me semble-t-il. Maintenant, il est dans un environnement, évidemment, qui n'est pas favorable. Mais il est toujours à la tête des armées. Cela dit, pendant des mois, à partir du 24 février, les Russes ont réussi à conquérir du terrain. Ils ont avancé, ils ont pris l'Est, ils ont pris le Sud. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en situation de devoir céder du terrain aux Ukrainiens? À quoi ça tient? Qu'est-ce qui s'est peut-être cassé dans la mentalité ou même dans le fonctionnement de l'armée russe? Il y a toute une dynamique qui est différente. Quand vous êtes sur l'offensive, vous êtes entraîné vers l'avant, vous êtes entraîné, et là aussi, c'est une question de morale. Et puis, je pense qu'au début, d'abord, c'était les forces de première ligne russes, c'était les forces d'élite qui étaient là. Et elles ont été décimées au fur et à mesure. Donc, ces unités d'élite. Il y a une sorte de baisse de niveau, en fait. Bien sûr. Et il y a un appauvrissement. On ne connaît pas le nombre de victimes, mais ce qui est certain, c'est que les unités de première ligne, M. Poutine ne va pas les remplacer comme ça, et certainement pas par des réservistes. Donc toute la question est de savoir d'ailleurs ce qu'il va faire de ces réservistes. Aussi nombreux soient-ils, parce que les Russes disent, ça y est, on a déjà mobilisé 200 000 hommes. C'est un chiffre, quand on dit 200 000 hommes, on se dit, c'est impressionnant. Alors les Ukrainiens, évidemment, craignent un peu cette quantité, si vous voulez, parce que ça compte à un moment donné le nombre. Maintenant, s'ils ne sont pas armés et mal entraînés, ce qui est le cas, ça ne fera pas quand même de très bons soldats. Ça fera beaucoup de victimes, ça c'est certain, mais ça ne fera pas de très bons soldats. Alors, c'est dit, les Russes sont quand même parfois en initiative. On le voyait ce matin dans les matins LC avec Benjamin Cruard. Il y a encore eu des multiples frappes de drones kamikazes au sud de Kiev, à peu près 70 km au sud, à Bilatserkva. Et d'ailleurs, des drones qui, semble-t-il, peuvent être des drones iraniens, qu'on a déjà vus dans d'autres zones du pays. Ça veut dire tout de même que les Russes nous disent on est encore là, on peut encore frapper et on peut encore faire des dégâts, même si le gouverneur régional parle pour le moment d'un seul blessé, mais c'est un bilan provisoire. De toute façon, il fallait bien s'attendre à une réaction des Russes depuis des mois, et ils essayent de frapper, peut-être un peu à l'aveuglette d'ailleurs, mais enfin en tout cas, ils frappent à peu près partout en Ukraine. Donc c'est pas très surprenant. Alors évidemment, l'emploi des drones, sans doute iraniens, est une étape supplémentaire, c'est vrai, et il faut y réfléchir sérieusement. J'imagine que les Ukrainiens se penchent dessus. S'il y a bien un domaine où on doit pouvoir aider les Ukrainiens, c'est dans cette lutte anti-drone, qui est un véritable problème global. Elle nous touche aussi, elle touche toutes les armées du monde. C'est des drones qui vont frapper en Arabie Saoudite, à partir du Yémen, par exemple. Et c'est un outil face auquel on sait répondre, face auquel on a les capacités, nous? Il y a eu, il y a eu beaucoup d'études depuis plusieurs années maintenant, quand on a vu monter en puissance ces drones, et c'est vrai presque dans la vie courante, pour les grands événements. Donc oui, il y a un savoir-faire, et il faudra l'exporter. Il faudra que les pays qui le possèdent l'exportent assez rapidement en Ukraine, parce que ça présente quand même un risque majeur. C'est surtout très précis. Donc si on veut frapper un dépôt de munitions,
évidemment, et c'est assez difficile quand même à intercepter. Alors, dans les outils de riposte possibles, il y a, et c'est le spectre brandi depuis plusieurs semaines, la question du nucléaire. Le média Times évoque l'hypothèse d'un train nucléaire qui pourrait être acheminé et qui pourrait servir à l'organisation d'un essai nucléaire à proximité de la frontière avec l'Ukraine. C'est un sujet qui a été débattu sur ce plateau ces dernières heures. Il y a beaucoup de doutes sur la véracité de ces informations, mais ça vient entretenir une musique anxiogène, nourrie par Vladimir Poutine et par son entourage, sur l'hypothèse au recours à l'arme nucléaire. Est-ce que vous considérez-vous que le tabou nucléaire qui existait depuis 1945 est désormais tombé, ou est-ce qu'on est toujours protégé par ce tabou-là? Alors, la peur n'évite pas le danger, faut-il le rappeler, et est très mauvaise conseillère. Donc, il faut, je crois, partir du principe que, d'abord, dans nos pays, nous avons cette chance que nous nous sommes donnée d'avoir une alliance qui possède, au sein de laquelle il y a les trois grandes puissances nucléaires, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. L'OTAN elle-même est une puissance nucléaire. Et ça a fonctionné pendant la guerre froide, dans des conditions qui étaient au moins aussi tendues que celles d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison fondamentale que ça ne continue pas à fonctionner. Maintenant, qu'il y ait une sorte d'escalade, de gesticulation de la part des Russes, ça prouve quand même que là aussi, ils arrivent un petit peu, peut-être à la limite de leurs moyens conventionnels. Vous y voyez plus un signe de fébrilité qu'une réelle menace? Oui, sans doute de fébrilité. Bon, on a entendu M. Kadyrov, qui est sans doute pas le meilleur conseiller possible, M. Poutine. Le président tchétchène, voilà. Non, enfin, on voit bien que ces gens-là n'ont pas cette culture. La culture du nucléaire, ça se développe. Alors, les Russes l'ont. Ça fait des années. On a monté des traités avec eux pour l'imiter. D'ailleurs, ces traités ont perdu de leur valeur au fur et à mesure du temps. Ça, c'est une véritable inquiétude, parce que ça nous garantissait, ils ont été construits pendant la guerre froide, et ça nous garantissait une sorte d'équilibre, non seulement dans le nombre d'armes, mais aussi dans l'esprit, dans la doctrine, dans l'emploi, une sorte d'équilibre par la terreur, certes, mais un véritable équilibre. Et c'est ce qu'il faut qu'on conserve aujourd'hui. Mais nos téléspectateurs ont découvert au fil des semaines sur LCI qu'il y a différents types de nucléaire, bien sûr, stratégique, tactique. Quand on parle du nucléaire tactique, on va dire le nucléaire d'entrée de gamme, pour le dire vulgairement, est-ce que ça fait une différence? Est-ce que nous, occidentaux, on saurait réagir face à cette arme-là, si elle était utilisée, autrement qu'en sortant, nous, directement, une énorme artillerie avec des conséquences considérables? On s'est toujours, la France en particulier, mais c'est vrai pour les puissances occidentales, on s'est toujours interdit de préempter, d'avoir une attitude déterministe par rapport à ce genre de questions. Le concept de dissuasion, il est clair, c'est la protection des intérêts vitaux, qui reste même, qui laisse évidemment une part d'appréciation en fonction des circonstances et je dirais, des endroits et de la manière dont peut se passer ce genre d'événement. Mais d'abord, le nucléaire tactique, c'est avant tout le nucléaire, il faut le rappeler. C'est l'explosion du port de Beyrouth, c'est l'équivalent de 1 kilotonne de TNT. C'est la gamme basse des armes nucléaires dites tactiques. Un terme que j'aime pas trop, mais mettons ça comme ça. Mais avec des effets qui sont totalement différents. Il n'y a pas de comparaison entre l'explosion conventionnelle et l'explosion nucléaire. Les radiations, je ne parle pas de l'effet de souffle et tout ce qui va avec, et puis surtout la pollution radioactive qui va durer pendant des dizaines, des centaines d'années peut-être. Donc on franchit une étape que les puissances, aussi bien occidentales que l'Union soviétique, se sont refusées à franchir fort heureusement pendant la guerre froide, et qui font peser une responsabilité énorme sur celui qui l'emploierait. Après, quelles pourraient être les réactions? Il faut surtout pas préjuger de ce que nous ferions. Est-ce qu'il y aurait une escalade? Évidemment, on ne le pense pas, mais il y aurait forcément... les pays occidentaux ne pourraient pas rester sans réagir. Ça, c'est clair. Oui, je vous en prie. Et je pense que, ça c'est une sorte d'anticipation, un peu de science-fiction, mais qu'il le ferait en Ukraine. Mais l'ancien patron de la CIA a dit ça aussi. Je pense que ça serait leur intérêt de le faire. Si malheureusement on arrivait à cette étape de l'escalade, c'est de se concentrer sur ce qui est l'objet aujourd'hui
de ces opérations et de cette guerre, l'Ukraine et encore l'Ukraine. Mais quand vous dites réagir, on répond au nucléaire par le nucléaire ou on pourrait y réagir différemment Non, de manière conventionnelle? pas forcément. Non, non. Je crois qu'on est assez mature aujourd'hui dans l'emploi des armes et en particulier du nucléaire pour savoir choisir ce qui serait le plus. Et j'imagine que évidemment les états-majors des différents pays y réfléchissent parce que c'est des cas de figure qu'on ne peut pas totalement écarter, même si évidemment on espère que ça ne se produira pas. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres moyens de répondre que par du nucléaire. Alors, il y a aussi la question de l'armement qu'on fournit aux Ukrainiens. Tout à l'heure, on évoquait la question des drones qui appellent une réponse spécifique. La France a réaffirmé la livraison de 6 canons César, 18 qui sont annoncés, je le rappelle. Est-ce que ce sont des armes qui sont en tant que telles décisives? Est-ce qu'elles suffisent? Quand on voit les Américains qui encore, et d'ailleurs hier Volodymyr Zelensky a remercié le président américain Joe Biden, annoncent de nouveaux lance-roquettes HIMARS, des canons, des munitions, des systèmes de mines, des véhicules blindés. Qui réellement a le poids décisif pour aider l'Ukraine aujourd'hui? Est-ce qu'à part les États-Unis, l'aide par exemple de la France représente un poids réel? Je veux dire, toutes les aides sont précieuses. C'est la somme de toutes ces aides qui fait aujourd'hui l'efficacité de l'armée ukrainienne. Cette résilience, cette permanence, il faut la soutenir maintenant, comme on l'a soutenue par le passé. Il faut se pencher sur l'avenir aussi, continuer. Ça va durer. Donc il faut avoir cette capacité. Alors, pour ça, il faut évidemment les moyens d'une industrie qui puisse produire. C'est un peu ça la question aujourd'hui qui se pose. Vous avez d'un côté les Américains, en gros un budget de défense de 750 milliards de dollars. Le nôtre n'atteint pas encore 50 milliards. Les Britanniques sont un peu au-dessus. Les Allemands vont aller au-dessus. Mais tout ça ne produira pas ses effets instantanément. Moins de 44 milliards cette année, quoi. Ce qui ne permet pas d'entretenir vraiment une industrie de guerre, avec toute la chaîne de sous-traitance, le problème des composants sur des armes qui sont de plus en plus sophistiquées. Donc vous voyez, il faut du temps pour... Alors que les États-Unis ont entretenu cette machine de guerre, en quelque sorte, parce que leur budget est très large. On ne se donne pas assez les moyens de se développer, de développer l'aide et peut-être de protéger les capacités. On n'était pas dans cet esprit. Il faut avouer que les dividendes de la paix, comme on les a appelés, ils ont porté leurs effets sur de longues années. C'est long de reconstruire une défense qui soit résiliente par rapport à une situation telle qu'on rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas que les chefs militaires ne se sont pas battus pour ça, mais il se trouvait que le contexte s'y prêtait pas et que différents politiques ont jugé que cet effort de défense n'était pas indispensable à ce niveau-là, pour amener notre pays à une capacité de résister dans une guerre de haute intensité. Développer l'appareil productif sur les questions nucléaires, est-ce que ça veut dire que vous faites le pari que cette guerre, elle se soldera sur le plan militaire plus que sur le plan diplomatique? On est obligé de faire ce pari, d'abord à l'aune de l'histoire. Là aussi, les grandes guerres se sont toujours réglées par la force avant de se régler par la diplomatie. Et là, quand on regarde un peu les termes potentiels d'une négociation, depuis le début du conflit, on s'est écarté de tout ce qui était possible. On se souvient du moment où, pour le président Zelensky, la situation qui prévalait en février 2022 semblait acceptable comme terme de négociation. C'est terminé, ça. On l'a entendu. L'Ukraine, toute l'Ukraine, rien que l'Ukraine. Voilà. Crimée y compris. Il n'acceptera pas de concession territoriale à la Russie. Les pays occidentaux qui s'expriment dans ce sens, en disant oui, on vous soutient, parce que c'est l'intégrité de l'Ukraine qu'on est en train de rechercher. Le président russe vient d'annexer l'annexion illégale, mais en tout cas, dans son esprit, il vient d'annexer la région. C'est pas pour les lâcher instantanément. Donc, vous voyez, donc ce conflit, en l'état actuel des choses, et je ne vois pas ce qui le ferait changer vraiment, sauf l'écroulement de l'un ou de l'autre, hein, bien sûr, se réglera par la force. Et se réglera dans la durée, si je vous comprends bien. C'est-à-dire que la contre-offensive ukrainienne dont on parlait en début d'interview ne sera pas une condition suffisante pour se dire que les choses s'arrêtent là cet hiver. Non, pas du tout. Non, ça ne sera pas suffisant. Ça ne change pas la nature des problèmes. Les Ukrainiens, c'est intéressant, parce que les Ukrainiens, en reprenant du terrain dans les fameuses régions annexées, délégitiment en quelque sorte l'annexion en disant mais vous n'avez pas d'intégrité territoriale. Très intéressant, M. Poutine dit on va interroger les habitants de Zaporijia, de la région de Zaporijia et de Kherson, pour voir quel volume géographique on pourrait donner à ces régions.
Donc on voit bien qu'il y a là une incertitude. Donc plus les Ukrainiens auront repris de terrain, et M. Zelensky le sait parfaitement, et plus ils déstabiliseront cette tentative d'annexion russe. Il y a une autre dimension qui est apparue ces derniers jours avec les fuites sur les gazoducs Nord Stream. C'est ce qui peut se passer en dehors de l'Ukraine. Il y a toujours une interrogation sur qui est responsable de ces fuites. Le saura-t-on un jour? C'est pas tout à fait sûr. Il y a désormais une crainte sur les câbles sous-marins qui, par exemple, transportent 99% du réseau Internet mondial. Est-ce que, par exemple, ce sont des installations que l'on sait aujourd'hui protéger? Alors, oui, ça a un coût. Ce n'est pas un sujet qui est tout à fait récent, mais si je puis dire, il remonte à la surface. La France s'est dotée d'ailleurs d'un concept de guerre sous-marine, et je crois que c'est bien ainsi. Et l'Europe, l'Union européenne, est en train de découvrir effectivement qu'il faut qu'elle se donne une résilience bien supérieure à ce qu'elle a aujourd'hui vis-à-vis des infrastructures critiques, on peut appeler ça comme ça. Mais là, il y a du travail, évidemment, parce que tout ça a été pensé, il faut revenir toujours au départ, tout ça a été pensé en temps de paix. Je veux dire, la période post-guerre froide a démobilisé en quelque sorte les esprits, et la mondialisation fait qu'on commerçait avec tout le monde dans des conditions de sécurité qui étaient à peu près stabilisées. Mais vous pensez qu'on a durablement changé de paradigme et de monde et qu'on est entré en fait dans un nouveau monde? Moi, je crois que oui, parce que ce qu'on a appelé pudiquement les guerres hybrides se traduisent par ce type de comportement irresponsable. C'est-à-dire, on a du mal à identifier, à attribuer, ce qui est vrai aussi d'ailleurs, c'est intéressant le parallèle dans le cyberespace, qui lui est moins tangible. Mais c'est exactement le même problème. À partir du moment où il n'y a pas d'attribution formelle, on ne peut pas accuser Pierre, Paul, Jacques d'être coupable dans l'attaque d'un réseau bancaire ou dans l'attaque d'un gazoduc. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'on est dans une période où on va devoir se réarmer globalement, au-delà de l'Ukraine? Tout dernier mot pour terminer, on a vu ces tirs de missiles, ce tir de missiles nord-coréen au-dessus du Japon, la riposte par les États-Unis et les Sud-Coréens. On avait l'habitude de voir l'agitation autour de la Corée du Nord comme un acte isolé, sans conséquence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que tout cela est partie d'un tout et dans un monde qui va être de plus en plus instable? Alors, il ne faut pas tout globaliser. D'un côté, on a quand même une tendance et un nombre de pays qui veulent continuer à travailler ensemble pour la paix. L'Alliance Atlantique ou l'Union européenne en est un bon exemple. Je pense qu'on peut attirer d'autres pays, dits non alignés, et des grands pays comme l'Inde, voire la Chine, dont c'est l'intérêt. Mais oui, il faut construire une résilience européenne, au minima, transatlantique, c'est mieux, et peut-être au-delà, pour faire face à ces menaces. À chaque progrès, il y a un pendant, si vous voulez. On a progressé dans le digital, il y a une menace dans le digital. On progresse effectivement les câbles sous-marins et tout ça. Il faut en permanence prendre en compte les risques entraînés par ces évolutions techniques, technologiques. Et les prendre, on l'a bien compris par votre message ce matin, encore davantage en compte à l'avenir. Merci beaucoup, Général Jean-Paul Paloméros, d'avoir répondu à nos questions.